Le lion de l'Atlas, une légende disparue, un fantôme du passé, un roi sans royaume. Pourtant, il a régné ici, sur ces terres arides et ces montagnes impénétrables. Aujourd'hui, il ne reste de lui que des récits et des ombres dans la mémoire des hommes. Pendant 7 jours, on a suivi ses traces, des sommets du haut de l'Atlas, aux ruelles animées de Marrakech, aux forêts peuplées de singes. On a plongé au cœur du Maroc. Ici les amis, c'est la place Jemaa El Fna et c'est l'endroit où était exhibé sur la place publique pour le plaisir des gens des serpents, des léopards, des singes, mais aussi le lion d'Atlas. Un voyage entre mythe et réalité à la rencontre d'un pays fascinant et de son histoire sauvage. Mais surtout, on a voulu comprendre ce qui reste du lion d'Atlas, comprendre pourquoi il a disparu et peut-être, entre les pierres et le sable, retrouver un peu de son héritage. En comptant sur vous pour un petit commentaire, un petit like et un petit abonnement, avec la cloche aussi, très important, je vous laisse profiter de ce documentaire. C'est parti les amis, c'est parti. J'ai décidé de faire ce documentaire sur les traces du lion d'Atlas parce que j'ai fait une vidéo, une histoire de lion, où j'ai récité l'histoire du lion Scarface, qui est un lion très connu. Et dans les commentaires, beaucoup de gens m'ont repris parce que je m'étais trompé et j'avais dit que ce lion, c'était une sous-espèce de lion, donc le lion d'Atlas. Sauf qu'au final, cette sous-espèce, elle est extincte depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Ce qui fait que dans les commentaires, il y a énormément de gens qui m'ont repris en disant « Non mais mec, tu dis n'importe quoi, ça peut pas être un lion d'Atlas, etc. » et tout. Et ils avaient raison, ils avaient raison. Et du coup, je me suis dit comment je peux répondre à ces personnes, toutes ces dizaines, voire centaines de personnes qui m'ont répondu dans l'espace commentaire en me reprenant sur ça. Comment je peux leur répondre? Bah, c'est simple, je vais partir sur ses traces. Je vais apprendre son histoire de A à Z. Et je vais aller sur les terres qu'il a foulées pendant des années et des années. Et je vais apprendre son histoire de A à Z, voir ses origines, parler avec des personnes qui faisaient partie de son pays. En fait, apprendre les cultures, la racine marocaine. Je me suis dit que ça serait une bonne réponse à toutes ces personnes qui m'ont repris et qui avaient raison de me reprendre parce que je m'étais trompé. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur les traces du lion de l'Atlas. Avant de partir, ce que je savais sur le lion d'Atlas, c'était que c'était un lion qui était extinct, beaucoup plus gros que les lions qu'on peut retrouver au Kenya, etc. De base, j'avais pas trop d'informations et c'était un peu flou. C'est même pour ça d'ailleurs que je m'étais trompé dans ma vidéo sur le lion Scarface. Et les seules infos que j'avais sur le lion d'Atlas, c'était que c'était un animal qui était beaucoup plus gros, gigantesque, avec une crinière noire qui partait sur le bas du ventre. Que c'était un lion extraordinaire, fascinant. Mais tout le côté symbolique que le Maroc avait, enfin que le lion avait pour le Maroc, j'en avais pas du tout conscience, je savais pas. Et je suis content de le savoir. On vient d'arriver à Taroudan et il y a un truc qui m'a direct frappé. Les chats, il y en a partout. Dans les rues, sur les toits, devant les boutiques. En fait ici, les chats, c'est pas juste des animaux errants. C'est presque des habitants à part entière. Faut savoir qu'au Maroc, les chats sont super bien acceptés. En fait, les Marocains les respectent énormément. Pourquoi? Parce que dans la culture musulmane, les chats, c'est un animal sacré. Apparemment, même le prophète Mahomet kiffait les chats. Du coup ici, on les laisse vivre leur meilleure vie, enfin en théorie. En fait, dans la rue, c'est un vrai terrain de jeu, mais aussi un champ de bataille. Et quand il fait 40 degrés, c'est pas juste dur, c'est un vrai enfer pour eux. Ils ont pas d'eau, pas toujours de bouffe, et surtout il y a la maladie. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a le sida du chat. C'est un virus qui se transmet par les bagarres, les morsures, et qui condamne des centaines d'espèces chaque année. Ici, c'est la survie. Les plus costauds s'en sortent, et les autres disparaissent. Il a la tête complètement remplie de pus. On va par là? Mais ça, on le verra plus tard dans le documentaire. Et ici, il y a une véritable pépite locale. Un trésor aussi précieux que rare. C'est l'huile d'argan. Et pour nous changer les idées, on est parti à la rencontre de plusieurs dames qui vont nous révéler les secrets de cette huile miraculeuse. Tu connais déjà la méthode d'extraction? Bien, pas du tout. Zéro, je connais rien du tout. D'accord. Premièrement, ici on a l'ardac. Zéro, rien du tout. L'ardac gagné, ou bien on appelle chez nous la bachette parce que les chefs ils montrent toujours dedans. Et ici on a les fruits d'argent. Première étape, les fleurs berbères, ramasse les fruits. Ah, je mets.
Et on les sent au soleil pour devenir comme ça sèche et marron. Et après, on a besoin de 2 pierres pour casser la pipe. Et on a des noix. Aussi, on casse les noix. Et à l'intérieur, on a une petite amande. Il n'y a rien. Vous mettez là-bas. Il n'y a rien. Ah non. Ça présente comme ça, voilà. On met les amandes torréfiées, comme ça. Les amandes torréfiées au milieu du moulin. Et on le crase comme ça. Et après, on a un liquide marron qui coule. Ce liquide n'a pas encore huile. On doit le malaxer comme la forme il fait. On le malaxe avec un verre de l'eau. Et après, on fait la séparation entre l'huile et la pâte. Ça, c'est l'huile. Et ça, c'est la pâte qui reste. Le résultat final. Oh, c'est super stylé. Et à la journée, elle fait toute la journée. Et après, on fait la séparation, ça. Ça, la pâte d'hier, regardez. Ça sent la noisette. Ok. Ah oui, ça sent la cacahuète. Cacahuète, noisette. Et ça, on l'utilise pour faire les savons noirs et les gommages pour le hammer. Bravo madame. Ça c'est pour goûter ça? Oui, premièrement, ici on a l'arbre d'argalier, on a l'huile d'argan alimentaire, et ça c'est le miel à la fleur d'oranger, parce que Taroudant aussi très connu par les arbres d'oranger citron. Et ça c'est la pâte à tartiner ou bien la Nutella berbère, aime-le. Oui, on l'appelle chocolat berbère ou bien Nutella berbère. Ça c'est chocolat berbère. Oui. Ok. Ah ouais. Wow. Ok, c'est stylé. Oui, Ah, le miel à la fleur d'oranger. C'est des cacahuètes en fait. Ça c'est du miel à la fleur d'oranger ça. Monsieur, Ah non, moi j'aime pas trop. le miel, Ah non, j'aime pas. Oh le poulet. Oh le poulet. c'est traditionnel, c'est très bien pour la santé, pas de fromage, pas de chocolat, juste comme ça. Mais ça c'est incroyable ça. Oui. J'en prends. Ça c'est incroyable madame. Qu'est-ce que tu en penses en fait? C'est extraordinaire. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu les goûts que ça donne? Le miel, vous voyez le miel de la France qui a un petit goût particulier, tu sais, l'arrière-goût du miel. Et ben là on l'a pas, c'est vraiment archi doux. C'est un miel archi doux. Ça comme l'huile d'olive, mais la valeur alimentaire est différente. Ah ouais, ça c'est un goût vraiment berbère. Oui. Ça on ressent le berbère. On ressent l'arrière-goût. La première fois que j'ai écouté ça. Ah oui. Oui, je suis en train de donner un coup. T'imagines avant c'était juste ça. Ah, c'est Et après incroyable, en vrai. ils réduisent et tout. Ça, c'est trop spécial. Avant de partir, mes attentes, c'était de voir l'endroit où le lion habitait. Les terres qu'il avait foulées depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait de voir dans quoi il avait grandi. C'était vraiment quelque chose que je voulais voir. Et puis aussi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de parler avec des personnes, les personnes du pays, du Maroc, voir si eux connaissaient des choses sur le lion d'Atlas, voir si eux connaissaient les origines du lion qui foulait leurs terres, etc. Si eux connaissaient plus ou moins cette sous-espèce de lion, comment ils ont vécu l'extinction de cette sous-espèce à l'état naturel. Ça m'intéressait vraiment. Bon là, j'avoue, je suis KO. Après cette journée de fou, c'est l'heure de recharger les batteries. Donc je vais passer une bonne petite nuit de sommeil parce que demain, nouvelle étape. Direction Ouarzazate. On a bien dormi, on reprend la route. Ouarzazate, c'est notre deuxième étape. C'est une ville mythique du Maroc, posée en plein désert et montagne, connue pour ses studios de cinéma où ont été tournés des films de légende. Là-bas, c'est un peu le Hollywood marocain. Mais nous, c'est pas pour ça qu'on s'y arrête. On a un rendez-vous très particulier. Si on va là-bas, c'est pour aller en direction des Hauts de l'Atlas. Là-bas, c'est une autre dimension. C'est des montagnes gigantesques sculptées par le vent et le temps, un territoire sauvage où il y a quelques siècles régnait un prédateur mythique, le lion d'Atlas. Une bête massive au regard de braise, symbole de puissance et de mystère, aujourd'hui disparu à l'état sauvage, mais son ombre plane encore sur ses sommets. Donc mon but maintenant, c'est pas seulement de m'approcher d'Ouarzazate, mais de m'approcher de l'endroit où il vivait.
Viens chercher les serpents. C'est simple, pour trouver les serpents, le truc à faire, c'est que tu dois soulever des pierres. Voilà, tu vas soulever des pierres, donc tu vas dans un endroit bien rocheux comme ça, avec plein de pierres, tout ça. Tu vois là, il y en a plein. Et tu soulèves des pierres, tu vois, comme ça. Et tu regardes. Parfois il va en avoir, parfois il ne va pas en avoir. Regarde, sans trop les déranger, tu vois. Sans trop faire de bordel. Comme ça, il y a de l'ombre et tout, ils peuvent se mettre sous les rochers, etc. Pour avoir de l'ombre. Des lézards. Ici, il y a plein de trucs ici, tu vois. Il y a des lézards, il y a plein de serpents, il y a des trucs bizarres ici. C'est le Maroc. Tu vois, il y a des trucs... C'est la technique pour voir des serpents. Combien à sa place, où est-ce que je peux avoir de l'ombre dans ce merdier là? Regarde mon film, on voit ça. Où est-ce que je peux avoir de l'ombre? On voit de la neige dans les montagnes. Parfois. Après là, c'est vrai que c'est vraiment sec. Ah, sec. Aïe. Tu crois qu'on peut croiser quel type de serpent ici? Je sais pas, je pense qu'on peut croiser... Je vais me casser la gueule, moi. Peut-être casser la gueule là, non? Il y a un mec qui est super bon pour les serpents. C'est Ayam Solal. Des cheveux mi-longs, un brun, qui va dans les puits pour sauver les serpents de la sécheresse. Des serpents qui sont bloqués dans des puits en fait. Il a un format vertical comme ça, si vous kiffez les serpents. Lui il va beaucoup au Maroc, justement pour aller filmer les serpents, pour aller les sauver. Des lézards aussi, il prend une petite sacoche, il va dans les puits par exemple. Tu vois, là il y a des puits, des trucs comme ça, dans des endroits un peu délabrés. Et puis il y a des serpents qui se bloquent dans des puits, etc. Et il aime beaucoup ces trucs là, donc en vrai c'est... Si vous aimez les serpents, regardez ces vidéos, je vous les mettrai sa chaîne dans la description. Ça peut être hyper bien, ouais. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que j'étais en pleine zone parfaite pour croiser des serpents venimeux. Sous ces rochers, dans le sable chaud du désert marocain, se cachent des espèces capables de te foudroyer en une seule morsure. Mais si j'en avais pas vu ce jour-là, c'est pas par chance, c'est parce que ces petits fantômes du désert sont en pleine hibernation. Les serpents venimeux comme la vipère à cornes ou la vipère de l'Atlas ralentissent leur métabolisme pour économiser leur énergie et évitent de se balader n'importe comment. Mais ça veut dire qu'une fois réveillés, c'est une autre histoire. Ce genre de serpent, c'est pas juste venimeux, c'est ultra venimeux. On parle de créatures qui peuvent paralyser leur proie en quelques minutes avec un venin qui attaque le sang, les nerfs et parfois même les muscles. C'est vraiment un cocktail pas fun du tout. Elles ont un venin hémotoxique qui détruit les globules rouges et peut provoquer des nécroses. Ça veut dire qu'en une seule frappe, ta peau commence littéralement à pourrir. Mais heureusement, tous les serpents du Maroc n'ont pas des machines à one-shot. Il y a aussi des espèces inoffensives comme le serpent des sables qui préfèrent se faufiler sous la poussière puis fuir les ennemis. Ou encore il y a des couleuvres fer à cheval qui peuvent impressionner mais qui est zéro danger pour l'être humain. Bref, dans ce désert j'étais peut-être entouré de créatures hyper venimeuses sans le savoir et vu la saison, elles dormaient sûrement à quelques mètres sous mes pieds. Et peut-être que dans un prochain documentaire, elles seront réveillées. Regarde-moi ça. Là, on est là, mais franchement, c'est vide. Hein. On reprend la route et on s'approche. On s'approche des eaux de l'Atlas. Et plus on avance, plus on est sur des routes où sur le côté, il y a juste un fossé. C'est nous et le vide. Et c'est des routes hyper dangereuses. Et c'est là qu'il y a un petit stress qui monte. Quand on est arrivé, on a croisé une meute de chiens errants. On est parti leur donner à manger. Tout ça, ça se passera dans un deuxième documentaire dédié aux chiens errants qui sortira sur la chaîne de Canny Connection. Et c'est là que tout devient intéressant parce qu'on a croisé une personne qui va beaucoup nous aider dans notre quête d'animaux sauvages. You see snake in Maroc? Yes, but not here. Okay. Not that much. What animal sauvage in Maroc? In Morocco? Ouais. You see dogs. Just dogs? Here in Morocco, I don't think so. So, especially in what is that? No. There, in the garden. In the desert. Not the desert. Probably in the desert. Je vous passe les détails de mon super accent anglais, mais en gros, pour vous la faire simple, elle est en train de me dire ce que je vous ai récité tout à l'heure. Il y a des serpents hyper venimeux ici, mais actuellement, ils sont pas là. Ils sortent uniquement pendant l'été. Donc elle est en train de nous faire comprendre qu'à part des chiens errants, on verra pas grand chose à l'état sauvage. Okay. In the winter, you can't. Okay. You can't. Okay. So, You don't like winter? no, it's good. It's good, but I prefer autumn. Là, elle est en train de me dire qu'elle ne déteste pas l'hiver, mais en revoyant les rushs, j'ai l'impression que depuis le début, en fait, elle se fout clairement de ma gueule. Mon premier ressenti quand je suis arrivé au Maroc, c'était
particulier parce que j'ai ressenti comme... déjà il faisait très chaud déjà, contrairement en France, mais aussi les personnes là-bas sont tous chalantes, ils vont tous venir vers vous, vous parler et ils n'ont aucune gêne à venir vers vous, vous poser des questions, etc. Surtout que moi j'avais les caméras donc c'était un peu particulier. Mais ouais, ils osent vraiment venir vers vous, c'est très humain on va dire. On n'a plus cette barrière des règles, entre guillemets, très strictes. Là-bas, c'est un peu à la Wild Again Beast to Fly, ils vont venir vous voir, etc. Ils vont parler avec vous et ça va être de la négociation. Dans tout l'achat, en fait, ça va être de la négociation, il n'y a pas de prix fixe, ouais. Et ouais, ils ont une espèce d'humanité que nous, on a un peu perdu, qui m'a vraiment plu. Vous voyez, quand j'étais dans les rues au Maroc, il y avait plein d'enfants. Stop. Très chelou cette phrase, elle commence très mal cette anecdote. Qui jouaient au foot, etc. Et je passais à côté d'eux, j'étais là, ouais, etc. et tout. Et les petits me disaient bonjour, etc. Donc c'était vraiment, c'est vraiment cette humanité, moi, qui m'a vraiment plu dans le pays du Maroc. Oh, il marche mon micro. Je viens de me réveiller. Hier, on a pris contact en fait avec une fille ici, quand on faisait le docu à Chimène. Et les gars, je lui ai dit You know animaux sauvages. You see animaux sauvages in Morocco. En gros, je fais la traduction. Est-ce que toi t'as vu des animaux sauvages au Maroc? Est-ce que tu connais des animaux sauvages, tout ça? Et elle m'a dit je prends ton contact, je vais te dire s'il y en a. Ce matin, j'ai reçu un message. Salut, voici la vipère à cornes. Et elle m'a envoyé des vidéos en fait. C'est terrible. C'est une vipère à cornes. Voilà, c'est immonde. Elle m'envoie des petits endroits comme ça. Et elle a marqué précisément. J'ai vu une vidéo à ce sujet. Il est situé à Ouarzazate, mais c'est très dangereux. Son poison cause la mort et s'ils reçoivent de l'aide dès que possible. Ah oui, et pour survivre, il faut recevoir de l'aide dès que possible parce que tu pourrais devenir handicapé. Ensuite, attends, je traduis parce que c'est... Le propriétaire de la vidéo est un Nissaoui. Je sais pas, il est spécialisé dans la chasse aux serpents. Recherche spécialisée qui a les capacités de traquer et de manipuler les serpents. Oh, entendre que l'un d'entre vous a été blessé est quelque chose que je ne veux vraiment pas entendre. Mon gars, elle est trop gentille, j'ai juré, attends. Ah ouais, waouh, oh la dinguerie. Genre il y a un gros cobra, énorme cobra. Un cobra vraiment énorme. Un gros cobra. Cobra égyptien. Ensuite elle a marqué le cobra noir marocain ou le cobra égyptien est l'une des espèces de serpents les plus venimeuses d'Afrique du Nord. Le serpent est reparti sur une grande zone géographique qui va de Oued Assad en passant par Laayoune, Agadir, Ouarzazate, Marrakech, Taroudan, tous les endroits où on a été. Là, elle me remet un autre serpent terrible. Psamophis n'est pas dangereux pour les humains, mais si vous l'attrapez, il peut vous piquer et vous infecter avec son venin. Son venin n'affecte pas les humains. Ok, et il est terrifiant aussi. Hippocrépis, le plus mignon. C'est peureux, s'enfuit la plupart du temps, mais si vous le dérangez, il vous mordra à coup sûr. Pas venimeux, il est complètement inoffensif pour les humains. La plupart des Issaouis possèdent ce type parce qu'il n'est pas dangereux. Tu vois, ça ressemble un peu à une vipère assez commune en fait. Mais par contre, c'est vraiment magnifique. Je vous rappelle de faire très attention avec ces espèces parce qu'elles sont très venimeuses. Il est préférable que vous trouviez un spécialiste pour le traiter. Et pardon, je n'ai pas envoyé l'information en français. Si vous comprenez pas ce que j'ai envoyé et si vous rencontrez des difficultés à me lire, vous pouvez me le dire. Mon gars, mais c'est la boss. J'ai juré que c'est la boss. Donc bah, on va essayer de voir si je peux contacter le gars. Vu que c'est un spécialiste en serpents, peut-être il peut, je sais pas, nous emmener quelque part, etc. Nous faire rencontrer des espèces locales, entre guillemets, des serpents, etc. et tout, sans forcément nous mettre en danger, parce que, comme elle a dit, c'est quand même très venimeux. Hein. Il me semble que dans mon top 10, je l'ai montré, cette espèce-là. Elle est terrifiante. Elle est vraiment terrifiante. C'est le serpent, la vipère à cornes. Et c'est une vipère très connue, mon gars. Et je savais pas qu'il y en avait au Maroc. On est mort. Notre visite des studios à Ouarzazate, elle sera disponible en format vertical. Mais en attendant, faut que je vous parle de l'animal qui m'a fait venir ici. Le lion de l'Atlas. Aujourd'hui, il a disparu à l'état sauvage, mais autrefois, il régnait en maître sur les montagnes juste derrière les montagnes. Pendant des siècles, ce prédateur a dominé le nord de l'Afrique, des forêts du Maroc aux plaines d'Algérie et de Tunisie. Il n'était pas dans les savanes, lui. Non. Il chassait dans les montagnes, dans les vallées escarpées et les forêts denses. Et ça change tout. Parce que vivre ici, c'est pas comme vivre dans une plaine ouverte. Les proies étaient beaucoup plus rares, étaient beaucoup plus difficiles à attraper, ils devaient être beaucoup plus forts, beaucoup plus malins, beaucoup plus résistants. Et tout ça, il l'était.
Son endurance était monstrueuse et sa capacité à disparaître dans les reliefs faisait de lui un fantôme. Mais ce qui le rendait vraiment unique, c'était son affrontement avec l'homme. Dans l'Antiquité, les Romains le redoutaient. Ils les attrapaient puis les balançaient dans les arènes face aux gladiateurs. Et devinez quoi? Ce lion-là ne reculait jamais. C'était un guerrier né, prêt à se battre jusqu'à la mort. Pendant des siècles, il a été le symbole de la puissance. Même les sultans du Maroc gardaient les lions de l'Atlas dans leur palais comme un trophée vivant, une preuve de domination. Mais ce qui faisait sa force, c'est aussi ce qui a créé sa perte. Avec l'arrivée des colons, puis la modernisation des armes, la chasse a explosé. Le lion de l'Atlas ont été traqués sans relâche. Pas juste pour survivre, mais pour montrer sa supériorité. Pour dire, regardez, j'ai tué le roi des montagnes. À la fin du 19e siècle, il en restait presque plus. Le dernier lion sauvage a été aperçu au Maroc en 1942. Après ça, silence radio. Le fantôme des montagnes s'est éteint. Mais est-ce que c'est vraiment la fin? Certains racontent que quelques lions auraient survécu, cachés dans des zones super reculées. D'autres espèrent qu'un jour on pourra peut-être le ramener, grâce à la science et à la réintroduction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son empreinte est encore là. Dans ces montagnes, dans ces légendes, et dans les yeux de ceux qui, comme moi, viennent ici pour retrouver un petit bout de lui. Les amis, ici on est à Ouarzazate. On vient d'arriver à Ouarzazate, du coup c'est au Maroc. C'est la ville où juste ici on peut voir qu'il y a en fait des studios. En fait, il y a des films très connus qui ont été tournés. Par exemple Astérix et Obélix, par exemple Mission Cléopâtre, Gladiator, etc. C'est des films très connus comme La Momie, etc. qui ont été tournés ici même. Donc c'est un peu la ville du cinéma. Mais si je vous emmène ici, c'est pas pour n'importe quelle raison. Juste derrière moi, il y a une grande zone montagneuse. C'est très très montagneux. On peut voir, je sais pas si on va le voir bien à l'écran, mais il y a beaucoup de montagnes là-bas. Et c'est là-bas qu'abritait le lion de l'Atlas. C'est fou de se dire que là-bas, là, sur toute cette zone-là, c'est un peu montagneux, un peu plane, etc. et tout, il y avait le lion de l'Atlas, le lion de Barbarie. Ici, il y en avait. Donc lui, il était beaucoup dans les zones un peu montagneuses, les zones un peu, voilà, avec des dunes, etc. Il n'était pas trop dans savane. Lui, c'était beaucoup plus les montagnes, etc. Et c'est fou de se dire que là-bas, sur cette zone-là qu'on voit là, il y avait des lions. Mon moment préféré du voyage au Maroc, ça a été, il y a eu deux moments qui m'ont vraiment marqué. Les deux moments, ça a été quand on est parti dans les montagnes de l'Atlas. J'ai rencontré le berbère mineur qui vendait des pierres, etc. et tout. Ça a été un moment vraiment triste. On lui a donné un manteau? Allez, chérie. Ah ouais? Ah ouais. Et là, il a demandé quoi, là, par exemple, pour lui acheter le minerai? Il lui a demandé... Il m'a demandé que 200 dirhams. 200 dirhams, plus des bonbons, des trucs... Bonbons et ton manteau? Ouais, donc je lui donne. En fait, il avait un gant sur deux. Ouais, il a qu'un gant. Mais j'en ai pas, t'en as pas de paire devant toi. J'ai pas de gants. Ici, dans les Hauts de l'Atlas, au cœur du Maroc profond, il y a un peuple qui vit dans les montagnes depuis des millénaires. Il s'appelle les Berbères. Les Berbères, ou plutôt les hommes libres, sont les premiers habitants de l'Afrique du Nord. C'est des vrais nomades, des guerriers, des bâtisseurs, mais surtout les gardiens de ces terres sauvages. Et ici, dans ces montagnes, certains ne se contentent pas uniquement de marcher sur la roche. Ils vont la chercher dans ses profondeurs. Les mineurs berbères, c'est des mecs qui creusent dans la montagne pour en extraire ses trésors. Pas de machines ultra modernes, pas de grosse exploitation industrielle, juste des hommes, des outils et un savoir-faire ancestral. Ils cherchent des minerais rares, des pierres précieuses cachées depuis des millions d'années dans ces reliefs. Améthyste, quartz, azurite, chaque cristal qui sort de la roche raconte une histoire vieille comme la terre. Et ici, on les retrouve sur des marchés de montagne ou même au bord de la route. Ils vous tendent la main, vous montrent les pierres et vous vous arrêtez. En échange de... Ah, un paquet de gâteaux. Ah, comment il tremble, le gars. Et 200 dirhams. T'imagines faire ça toute la vie, mon gars?
toute la vie. Le mec, c'est lui qui va chercher les trucs. Et après, il se met sur les routes pour pouvoir les vendre. Il est content. Les amis, je sors vite fait. Ici, on est à 2500 mètres. On est précisément dans les Hauts d'Atlas. Donc c'est une chaîne montagneuse très particulière. Il y a beaucoup de vent, il fait très froid, mais ce qui est très impressionnant, c'est que regardez, il y a de la neige éternelle. C'est ici précisément que vivait le lion d'Atlas. C'est dans les chaînes montagneuses comme ça que vivait le lion de l'Atlas, le lion de Barbarie. En visitant les lieux où il vivait, est-ce que j'ai ressenti quelque chose? Ouais, c'était extraordinaire, c'était trop stylé. J'en ai le sourire aux lèvres, mon gars, en y repensant. C'était extraordinaire. J'ai ressenti en fait comme l'endroit où... Vous savez, pour moi, c'est la première étape. Le Maroc, c'est l'Afrique. Et pour moi, c'est la première étape, le premier pas vers la découverte de l'Afrique. Et l'Afrique, ça a une symbolique énorme parce que les lions, pour moi, c'est une symbolique énorme et c'est le territoire des lions. Ce que j'ai ressenti quand je me suis retrouvé dans ces montagnes, dans ces falaises, dans ces endroits, dans ces vastes territoires asséchés, plein de poussière, c'était extraordinaire. J'ai ressenti un truc comme si c'était, je sais pas, comme si j'y étais enfin. Je sais pas, pourtant j'attendais pas ça, voilà. J'ai trouvé cette idée-là, j'ai trouvé que c'était un concept intéressant et je voulais aller au Maroc depuis longtemps, retourner au Maroc depuis longtemps et je me suis dit tiens, je vais faire un périple sur les traces du lion d'Atlas. Je savais pas que j'allais ressentir un truc forcément, j'ai aucune attache avec le lion d'Atlas. Mais en fait, si en y repensant un peu, le fait que les gens m'aient repris sur ça, moi ça m'a un peu poussé en fait ça lui a un peu donné une symbolique au lion d'Atlas. Les gens m'en parlaient, je voyais ça sur le panneau. Les zones de l'Atlas, les montagnes de l'Atlas, nanana de l'Atlas. Et moi, je me disais, quand est-ce qu'on va voir, quand est-ce qu'on va voir. Et au moment où je me suis retrouvé dans ces montagnes, je me suis dit, putain, bordel, ça y est, j'y suis, quoi. Il était là, il y a un peu plus de 100 ans, il était là, quoi. Je ne vais pas rester ici beaucoup parce qu'il fait très froid, il doit faire peut-être 5 degrés, quelque chose comme ça. Mais tout ça pour vous dire qu'ici, c'est l'endroit où vivait le lion d'Atlas, le lion de Barbarie. Il y a de la neige éternelle. Là, on est précisément dans les hauts d'Atlas. Donc, c'est une chaîne montagneuse. Et c'est précisément là où se trouvait du coup le lion d'Atlas. Donc, le lion de Barbarie. Le lion que je vous parle depuis le début. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir bien. On est à côté de Ouarzazate. On est sur la route entre Ouarzazate et Marrakech. Et du coup, c'est les hauts d'Atlas. Plein de chaînes montagneuses. Je vous l'ai montré tout à l'heure en début de vidéo, mais il y avait beaucoup de vent. Je pense que l'audio ne sera pas utilisable. C'est extraordinaire d'être là. C'est extraordinaire de voir déjà de la neige éternelle au Maroc. Il fait très froid. On est à 2500 mètres d'altitude, un peu mal à la tête, les oreilles bouchées, mais c'est beaucoup de chance d'être là. C'est vraiment une expérience extraordinaire avec des paysages extraordinaires. Je voulais prendre mon drone, mais ici il faut des autorisations, c'est un peu compliqué. Mais pour l'expérience, on a décidé d'en prendre une. On lui a offert un peu de vêtements parce que le gars était frigorifié, avec les mains complètement gelées. T'as dit quoi? Et voici son travail. Quoi comme minerai ça? Ça c'est de l'améthyste rouge, mais ça c'est très rare. Eux ils vont dans les montagnes chercher ça. Et tu sais, le pauvre gars il doit pas s'amuser pour aller chercher ça. Hein. Tu sais, ils ont du mérite. Hein. Oh ouais, attends, bouge pas. Ah, c'est magnifique mon gars. Ah, c'est beau. C'est magnifique. C'est lui qui demandait des trucs pour les enfants, etc. et tout? Ouais. Et des vêtements? Ouais. Putain. Il m'a fait pitié, il tremblait, il avait la main qui tremblait, pauvre Choupette. Oh là 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 là. Elle était abîmée? Par le froid? Par le froid. Il avait qu'un gant, il n'avait pas deux, il avait qu'un. Putain, moi j'ai pas de gants, j'ai rien. Sinon je lui aurais donné tout. Oh. Là, c'est des gens qui ont rien. Ah bah ouais. Tu vois, c'est ça la différence, c'est que ici, tu vois, ils ont rien, mais ils ont un grand cœur. Ouais. C'est ça qui va. Là, il était en haut, il avait 5 degrés, sous 2500 de dénivelé, là, de hauteur. Puis il y avait un peu de vent. Et il souriait. Qui était glacial aussi. Il souriait et il parlait normal. Et le gars, il demande juste en échange de minerais, qu'il va chercher dans les profondeurs de la terre, il demande juste un paquet de gâteaux, le frère. Et puis pour ses enfants, et pour ses enfants. Un gant pour lui. Et un gant parce qu'il en avait un sur deux et l'autre main était congelée. Tu vois, tu te dis. Voilà. Ouais, le Maroc, c'est un peu un voyage humanitaire en vrai.
Ouais. Parce que tu vois, tu viens avec des sacs comme nous, des sacs de vêtements. Tu leur donnes à des gens, tu vois, pas forcément, ils te donnent pas forcément un truc en retour, mais eux, ils vont toujours vouloir te donner un truc en retour. Ah ouais. Je dis, une fois, on avait donné à un gars, il avait rien qui a pour le je crois que c'était 2 maillots, un pantalon, enfin 1 ou 2 bricoles. Il est revenu après avec 2 pommes de terre et 2 oranges. Ils voudront toujours te donner un truc en échange. C'est ça qui est, tu vois, c'est incroyable. Tu vois. Ça n'a pas de prix, tu vois, des voyages comme ça. C'est là où tu te rends compte de leur quotidien, du quotidien de certaines personnes, d'une ville à une autre. Là-bas, c'était des villages hyper excentrés, à 2000 mètres de hauteur, il me semble, sous presque 0 degré. Enfin, ils ont vraiment une vie difficile. Nous, on leur avait offert une veste, voilà, et le gars était genre refait d'une veste, il nous avait offert des pierres en échange. Oui, ça n'a rien à voir, parce que les pierres, ça a tellement plus de valeur. Ouais, c'est particulier, parce que ça a été un moment qui m'a vraiment attristé. Tu vois, d'un côté, j'avais le côté où je voyais enfin l'endroit où vivait le lion d'Atlas. Et de l'autre côté, je voyais aussi la tristesse et la pauvreté, entre guillemets, du pays, où il y avait certaines personnes qui en chiaient vraiment pour vivre. Et je voyais ces doigts qui étaient frigorifiés, qui étaient presque noirs, qui étaient presque bleus. Enfin, c'était compliqué pour eux. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. J'ai ressenti toute l'émotion quand on lui a offert une veste. Et pourtant, c'était une veste, enfin, c'était pas une veste de fou, mais lui, ça l'a vraiment. C'est un acte qui l'a touché, quoi, qui l'a vraiment aidé. Direction Marrakech, plus précisément Djemma El Fna. C'est une place mythique, un cœur battant, un bazar vivant où tout se mélange. Les odeurs, les sons, les histoires. Mais cette place, c'est pas juste un petit spot touristique bien sympa. Juste avant les vendeurs de jus d'orange et les charmeurs de serpents, c'était un terrain de spectacle bien plus sombre. En fait, il y a quelques années, on venait sur cette place même pour voir des exécutions d'animaux en public. Et au milieu de ce chaos, il y avait une attraction qui fascinait tout le monde. Le lion de l'Atlas, le roi des montagnes. Ici, le roi des montagnes était capturé, enchaîné, exhibé comme un trophée. Ces lions qui régnaient autrefois sur l'Atlas se retrouvaient ici, à Marrakech, sur cette place, face à des foules en délire, obligés de se battre contre des hommes, des chiens et parfois même contre d'autres lions. C'était un show barbare, un combat entre la nature et l'homme. Et spoiler, l'homme a gagné. Bon les amis, on est à Marrakech et je vais vous emmener dans une place très particulière. C'est vraiment une place iconique de Marrakech, une place iconique du Maroc avec une histoire très particulière. J'ai vraiment hâte de vous y emmener. Il y a des singes, mon gars. Les singes, ils sont enchaînés, mon gars. Ils sont en laisse enchaînés. C'est fou. Ce que vous entendez là, c'est les charmeurs de serpents. Et je vais en dédier une vidéo. En fait, les gars, ils ont plein d'animaux. Et ils vous les mettent sur vous. Et ils essaient de vous demander de l'argent après l'avoir mis sur vous. Enfin, c'est très spécial. Très spécial. Les gars, c'est une dinguerie. Comme le disait Chimène, on dirait des pop-up. Vous savez le pop-up sur Google là, genre tu sais, on dirait des pop-up des pubs en fait qui viennent. Bah c'est dommage, c'est compliqué, je peux pas trop vous montrer parce que sinon on va nous demander de l'argent, Les amis, sur cette place là, c'était l'endroit où étaient exhibés pour le plaisir du public les lions d'Atlas, les léopards, les singes et les serpents. T'as vu ses yeux? Exhiber les lions en place publique, ça servait en fait, le lion c'était un symbole de force, le lion c'est un symbole de puissance, de force, d'humilité. Et l'exhiber sur la place publique, ça voulait dire aussi qu'ils étaient capables de faire ça. Comment les Marocains perçoivent cette espèce disparue? Je leur ai posé des questions et les seules fois où les Marocains m'ont répondu, en fait ils sont très fermés à l'idée d'être filmés. Ils ont assez peur d'être mis en avant à l'image, etc. Oui. En fait, ouais, ils n'aiment pas du tout la caméra. Donc j'ai pu très rarement les filmer.
Les seules fois où j'ai réussi à communiquer avec eux sur ce sujet, donc le sujet des lions d'Atlas, ils n'étaient pas au courant. En fait, on dirait que le lion d'Atlas, après attention, hein, c'est peut-être si j'aurais parlé à des personnes plus anciennes, si j'aurais posé cette question-là à des personnes plus anciennes, peut-être qu'ils auraient eu la ref, mais c'est vrai que les personnes en règle générale à qui je parlais du lion d'Atlas, eh ben, ils n'étaient pas forcément au courant, ou ils n'avaient pas forcément trop d'informations sur le lion d'Atlas. À chaque fois ça a été des réponses plus ou moins évasives, où ils me demandaient de répéter quand je parlais du lion d'Atlas ou lion de Barbarie, ils me demandaient de répéter genre de quoi? Le lion, il y a les lions ici, peut-être que je suis tombé sur les mauvaises personnes, je sais pas, mais je sais pas. Le pauvre petit. La place des ânes et des chevaux dans leur quotidien, ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, le Maroc c'est un pays qui est pas pauvre, mais il vit entièrement presque grâce au tourisme. 7% du PIB du Maroc, c'est grâce au tourisme. Donc c'est un pays qui a pas forcément d'argent, et ça on le voit, ne serait-ce que dans les images, dans leur manière de faire du troc, etc., au souk, etc. C'est vraiment on le remarque directement en fait, on le remarque directement. Et la place des ânes, c'est une place esclave. C'est-à-dire que quand je suis parti visiter la cascade d'Ouzoud, qui fera le fruit d'une vidéo complète aussi, pareil avec les singes de l'Atlas, quand vous descendez des cascades d'Ouzoud, c'est un peu long, hein. On met peut-être une bonne heure à descendre, voire peut-être 2, et c'est fatigant, il y a des marches, des escaliers, ça grimpe, etc. un peu, et on vous met des ânes à disposition, ils appellent ça le taxi berbère. Le taxi berbère, pas besoin d'essence, bah forcément, hein, c'est les ânes, et en gros, bah, pour les personnes qui ont la flemme de monter, et j'en ai vu, qui ont décidé de par exemple remonter à dos de âne, parce qu'ils étaient rincés. Ils n'en pouvaient plus, ils étaient rincés. C'était pas une épreuve de sport, hein, c'était un endroit paradisiaque. Et ils mettent des ânes à disposition avec une personne qui vient te chercher. Et vous pouvez utiliser si vous voulez le taxi berbère. Évidemment, ça va être payant. Je ne pourrais pas vous donner le nom de l'argent parce que je ne me suis clairement pas intéressé à ça. Si vous voulez que je m'y intéresse un peu plus sur le rôle de l'âne, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là-bas, c'est clairement un rôle d'esclave. C'est-à-dire que on est revenu à des années et des centaines d'années en arrière où les voitures presque n'existaient plus. Vous voyez, les chèvres, c'est beaucoup utilisé là-bas. Les chevaux, ils sont beaucoup utilisés comme taxi. Donc vous voyez une balade en calèche, c'est toujours très intéressant à faire. C'est toujours très drôle quand on vient d'arriver au Maroc. Du coup, hop, une petite promenade en calèche pour les touristes. Et puis hop, balade en calèche. Et vous voyez que les chevaux sont amaigris, énormément amaigris, parce qu'ils ne boivent pas à leur soif, ils ne mangent pas à leur faim. Et les ânes, vous voyez c'est horrible, des tonnes de trucs, des tonnes de branches, des tonnes d'arbres, des tonnes vous voyez, plein de végétales, de foin, parfois des énormes choses qui... Il a la tête complètement remplie de pus. On va par là? Ouais. Il a la tête complètement remplie de pus. Ah dommage, j'aurais bien voulu l'aider quand même. On va voir s'il n'y a pas des trucs pour acheter pour donner aux animaux comme ça. Les animaux errants au Maroc, leur situation elle est déplorable. Vous voyez des chats avec des têtes remplies de pus, blessés, des oreilles coupées, des queues cassées, qui vont venir vers vous, vous approcher, vraiment à 2 doigts de la mort. Hein. J'ai vu des mamans chats qui étaient genre la peau sur les os, mais c'est horrible. Je sais même pas si en image je peux vous le montrer ça. En fait, le problème là-bas, c'est que les animaux errants, dont les chats sont très acceptés par les Marocains. Vraiment, le chat a cette vie et il est vraiment hyper important dans la culture marocaine. Dans les restaurants, les chats peuvent venir dans les restaurants, dans les magasins, etc. et tout. Mais le problème avec le chat, c'est que du coup, en période de chaleur, les chats, ils vont s'accoupler, mais genre à la chaîne. Ce qui fait que les chats, donc les chattes, elles chopent très souvent le sida du chat, qui les rend complètement ça flingue leur vie en fait. Et les chiens errants c'est pareil, sauf que la situation des chiens errants c'est qu'ils ne sont pas acceptés par les Marocains, ce qui fait que les chiens errants ils sont pareil. Eux ça va être les mammites, vous voyez, les mammites, donc les mamelles qui vont s'infecter, des choses comme ça, le besoin de manger, donc la chasse entre guillemets, c'est très particulier vraiment. J'ai vu vraiment Et tout ça, ça fera le fruit d'un documentaire exclusivement sur ça, sur la chaîne Cani Connection, qui sera en description. Mais c'est très particulier. Mais bon, oublions tout le côté historique et factuel sur certains points. Pour vous faire changer les idées, je vais vous faire découvrir quelque chose de, on va dire, traditionnel.
le souk. C'est pas le premier que je fais, mais celui-ci, il est assez sympa. Là les amis, c'est le grand souk de Marrakech. On est dans un grand souk, c'est des grandes galeries avec plein de boutiques, donc des tapis, des djellabas, de la nourriture. Parfois ils font aussi, par exemple ils vendent du safran, des épices. C'est plein de, comment dire, d'objets locaux, on va dire, qu'ils vendent ici. Et les souks, c'est vraiment très bien parce qu'on peut acheter même de la nourriture, donc c'est vraiment cool. Le souk, c'est un gigantesque magasin à ciel ouvert où t'es sûr de trouver ton bonheur, peu importe ce que tu recherches. Par exemple, regardez, lui, c'est un gars qui travaille le bois à la perfection. Ah oui, c'est vrai. Et tout ça avec ses pieds. Mieux que la naphtaline. La naphtaline, ce sont mauvais poissonniers. Ah oui, ça pue la naphtaline. Le cèdre, non. Tu as de l'or dans les mains et les pieds. Eh oui. Oh, c'est gentil. Et non, Non, mais elle va sentir. Mais non, elle va sentir le dent de cèdre, elles ne sont pas les pieds. Les gars, ça c'est des choses très fréquentes. Vous pouvez acheter des tortues qui sont à disposition dans des boîtes. Parfois c'est même des cartons. Et ici vous pouvez trouver des tortues et en acheter, les amener chez vous et voilà. En rentrant de ma visite de Jemaa el-Fna, j'avais encore cette image en tête. Cette image du lion de Barbarie, autrefois roi de ces montagnes, exhibé sur cette place, enchaîné, brisé. Et j'ai eu besoin de creuser, de comprendre. Est-ce qu'il reste encore une chance pour cet animal? Est-ce qu'il en existe encore quelque part dans le monde? Donc j'ai cherché, j'ai fouillé, toute la nuit. Et ce que j'ai découvert, c'est un truc de fou. Le lion de l'Atlas, dans la nature, c'est terminé. Le dernier a été aperçu en 1942, comme je vous ai dit, au Maroc. Après ça, silence radio, complètement disparu. Officiellement, ce félin n'existe plus du tout à l'état sauvage. Et là, je me suis dit ok, c'est terminé. Mais en creusant encore plus, je suis tombé sur un truc de fou que personne ne sait. Il en reste encore. Ouais, des lions de l'Atlas, il en reste encore des bien vivants. Certains lions captifs dans des zoos à travers le monde seraient en réalité des descendants directs des lions de l'Atlas. Des analyses ADN ont montré que ces félins qu'on croyait perdus existent toujours, mais enfermés loin de leur montagne. Et encore plus fou, les derniers vrais lions d'Atlas connus se trouvent au jardin zoologique de Rabat, au Maroc. Ces lions-là, ce sont les héritiers même des bêtes que les sultans marocains gardaient autrefois dans leur palais. Des lions qu'ils capturaient avant leur extinction. Les derniers survivants d'un passé oublié. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on peut les ramener? Est-ce qu'un jour, ces lions, enfermés dans les enclos, pourraient retrouver les montagnes de l'Atlas? Pour l'instant, rien n'est sûr. Mais une chose est certaine, leur histoire n'est pas encore totalement terminée. Donc peut-être qu'un jour, quelque part dans ces sommets, on entendra à nouveau le rugissement du roi. Selon moi, est-ce qu'il y a un espoir de réintroduction du lion? L'espoir de réintroduction, j'ai toujours cet espoir de réintroduction parce que maintenant on a les moyens de pouvoir réintroduire des lions. S'il a disparu, c'est en grande partie à cause des braconniers. Donc s'il y a de bonnes règles au niveau du braconnage et qu'il y a des rangers qui s'occupent bien de l'endroit où ils sont réintroduits, si les choses sont faites avec une grande sécurité, je pense qu'il peut être réintroduit. Et je pense que oui, il y a peut-être un moyen de réintroduire ce lion, je pense. Après, est-ce qu'ils le veulent? Ça, je sais pas.